Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième Facebook Live qui continue à permettre de nous retrouver, de nous rencontrer, certes virtuellement, mais de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir échanger, étant donné que vous le savez, malheureusement, on ne peut toujours pas organiser de réunions de quartier et de hameaux. Ça me manque beaucoup, ça manque beaucoup aux conseillers municipaux et je suis sûr que vous aussi, vous regrettez ces moments. Mais j'espère qu'on pourra évidemment les organiser dès que possible. En tout cas, par l'intermédiaire de la caméra, bien, on peut ce soir échanger et répondre à toutes vos questions. Avant de démarrer ce Facebook Live, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à un de nos conseillers municipaux, Éric Ragaz, qui est décédé ce week-end, qui nous a quittés. On est encore tous sous le choc de sa disparition. Évidemment tous très tristes puisque c'est quelqu'un qui était un conseiller très apprécié. Toujours à l'écoute pour ceux qui l'ont connu, très investi dans la vie locale. Il était présent sur toutes les manifestations, souvent d'ailleurs pour donner un coup de main, très investi sur les questions municipales, que ce soit l'urbanisme, le tourisme ou encore la culture, cycliste aguerri et représentant aussi de la ville aux réunions du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Donc voilà, toutes mes condoléances et toutes les condoléances de l'équipe municipale et puis à toute sa famille. Et voilà, donc grosse pensée ce soir pour Éric Ragaz qui va beaucoup nous manquer. Et voilà, je tenais vraiment à démarrer cette soirée en lui rendant l'hommage qu'il méritait. On va passer dans quelques instants donc aux questions que vous voulez me poser. Donc je vous rappelle que c'est très simple, hein, vous postez vos commentaires en fait sous la vidéo et au fur et à mesure on verra vos commentaires et c'est là que vous pouvez laisser vos questions et j'y répondrai progressivement. Donc ça vous laisse le temps de poser vos questions. Je vais quand même rappeler d'abord un petit peu comment s'est passé ce début d'année à Mazamet. La distribution de paniers gourmands aux aînés au Palais des Congrès a été très appréciée. Plus de 1000 paniers gourmands distribués. On a continué même quelques jours après en permettant à ceux qui n'avaient pas pu venir au Palais des Congrès de les retirer en mairie. Donc je veux vraiment remercier les services municipaux et puis les bénévoles qui ont permis cette distribution. Voilà, ça a permis de compenser le fait qu'il n'y avait pas cette année, là aussi, on n'a pas le droit de l'organiser, le goûter des aînés avec le spectacle. Mais je crois que c'était une petite attention qui a fait chaud au cœur et puis ça a permis de se croiser et d'échanger avec pas mal d'entre vous. Et puis sachez aussi qu'on a livré des galettes des rois dans les maisons de retraite. Tous les ans, on a l'habitude d'amener la galette des rois et de la partager avec les résidents. Cette année, évidemment, on ne pouvait pas voir les résidents, mais on a quand même fait livrer les galettes des rois. Et je sais que ça a été un moment qui a été apprécié par les résidents de nos maisons de retraite. Et bon, en espérant pouvoir l'année prochaine organiser les choses de façon habituelle. Mais je crois que ça a permis quand même de maintenir un lien et de faire plaisir, de donner un petit peu de chaleur, un petit peu d'espoir en ce début d'année, dans des périodes et des moments qui sont difficiles pour toutes et tous, puisque ça fera bientôt un an que nous sommes plongés dans cette crise du Covid, qui impacte nos vies quotidiennes, qui impacte l'économie, qui impacte le moral, et évidemment dont on a tous envie de rapidement sortir. Quelques points peut-être sur le commerce. Vous savez que ça a été depuis 2014 mon cheval de bataille, un de mes chevaux de bataille on va dire, et donc on a mis une politique très volontariste en place pour aider les nouveaux commerçants, avec de nombreuses aides financières, avec de l'accompagnement. Mazamet a souvent été regardé comme un exemple en matière d'aide au commerce, en particulier de centre-ville, et vous avez été certainement nombreux à le voir. On a fait l'objet d'un reportage qui était, je trouve, très valorisant pour la ville. C'était le 29 décembre dernier. TF1, donc dans le journal de 20h de TF1, qui est un des plus regardés et un des moments de télévision les plus regardés, et ça a permis de mettre en lumière la dynamique commerciale de Mazamet. Alors ça me permet également de vous donner quelques infos sur des commerces au sujet desquels vous m'interrogez régulièrement. Vous dire d'abord que pour la reprise du Woolpack, on a deux candidats. Vous savez qu'on a lancé un appel d'offres, un appel à candidature lors d'un conseil municipal en fin
d'année 2020, on a eu 2 candidatures très sérieuses qui sont en cours d'instruction, et donc on devrait pouvoir désigner un repreneur pour le Woolpack d'ici quelques jours, et si les choses se passent bien, eh bien, on peut peut-être imaginer que le Woolpack rouvrirait ses portes d'ici l'été. Vous avez également vu des travaux sur le quai de l'Arnette. Il y a un établissement existant qui est le CEP Secret qui s'agrandit, qui a racheté un immeuble jouxtant et qui a beaucoup avancé, voire même finalisé ses travaux, donc je les en félicite. Et puis juste à côté, il y a un rideau vert métallique, et c'est là où des travaux sont en cours de démarrage pour aménager un local commercial où nous hébergerons un restaurant. Donc là aussi, si tout va bien, ces travaux pourraient être achevés avant l'été, donc les choses avancent bien. On aura l'ouverture d'un magasin de jouets. Là aussi, vous avez été très nombreux à m'interroger sur le fait qu'il fallait absolument avoir un magasin de jouets sur Mazamet. Eh bien, ça sera chose faite probablement fin mars, puisque on a une commerçante qui s'installe dans la Grande rue Édouard Barbet, aux anciens tissus Pistre, et qui va donc ouvrir un magasin de jouets à cet endroit-là. Les choses sont bien avancées, les travaux vont démarrer, et le magasin de jouets devrait ouvrir ses portes d'ici la fin du mois de mars. Donc c'est très proche. Et puis vous avez été nombreux à m'interroger sur la reprise de la Maison de la Presse. C'est vrai que plusieurs médias s'en étaient fait écho, et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer qu'il y a effectivement une dame qui va pouvoir reprendre ce commerce, et je peux vous dire qu'on l'a accompagnée, puisque elle avait malheureusement essuyé 2 refus de banques, et donc on l'a vu, on a dit de ne pas se décourager, on l'a aiguillé vers une 3e banque qui cette fois-ci a accepté de financer son projet, et de lui faire donc un crédit qui va lui permettre de reprendre la Maison de la Presse d'ici quelques semaines. La transition se fera avec les propriétaires actuels, donc c'est une très bonne nouvelle pour le commerce de centre-ville à Mazamet. Voilà, je sais que vous m'interrogez souvent sur ces questions de commerce, donc je voulais vous en dire un mot avant donc de pouvoir répondre à vos questions. Alors, ça commence à arriver, j'en ai eu quelques-unes qui sont arrivées dans la journée. Alors j'ai eu des interrogations sur les éclairages à LED. On m'a demandé quand est-ce que les éclairages à LED allaient arriver sur le secteur de la Vitarelle. Alors il faut savoir qu'on déploie actuellement les services techniques, et en particulier nos électriciens. En gros, on va de l'est vers l'ouest. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait. Actuellement, on est rue Branly et rue Gilbert Verdier. La rue Santa Maria a été passée en LED jusqu'au rond-point des 4 Cèdres, et les équipes changent en priorité les vieux modèles en PVC. Pour ce qui est de la Vitarelle, les services électriciens m'indiquent que la Vitarelle pourrait être passée en LED aux alentours de la semaine 10. Donc vous voyez, ça approche, ça devrait pouvoir se faire assez rapidement, et l'objectif c'est qu'on puisse équiper 100% de la commune en éclairage LED le plus rapidement possible, puisque c'est évidemment une source d'économie d'énergie. C'est bon pour le municipal, c'est bon pour l'environnement, donc c'est bon pour tout le monde. Au sujet des éclairages, j'ai une question de Benoît qui me demande si pendant le couvre-feu on ne pourrait pas limiter l'éclairage public. Alors c'est vrai que c'est une question aussi qui revient régulièrement, qui est de savoir si pendant le couvre-feu ou même en temps normal, on pourrait par exemple couper l'éclairage de la nuit ou limiter l'éclairage de la nuit. Pour tout vous dire, avec l'équipe municipale, on n'est pas très chaud pour cette solution. On a échangé, on a réfléchi, on a essayé de peser le pour et le contre. On se rend quand même compte qu'on a plus souvent des habitants qui nous parlent de manque d'éclairage dans certains secteurs la nuit pour des questions de sécurité, plutôt que de trop d'éclairage. Et moi, je peux comprendre qu'on puisse imaginer couper l'éclairage la nuit pour faire des économies. On les fait surtout avec le passage au LED. Selon moi, assez peu, en éteignant par exemple de minuit à 4 h du matin ou de 11 h à 5 h du matin. Et puis encore une fois, le retour qu'on en a de beaucoup d'habitants, c'est que cette absence d'éclairage de nuit, ou le fait qu'il y ait très peu d'éclairage de la nuit,
c'est pas très sécurisant et j'ai des remontées de personnes qui doivent rentrer très tard chez elles parce qu'elles finissent tard leur travail, ou de celles qui démarrent au contraire très tôt et qui ne sont pas très sécurisées de devoir sortir dans des rues peu ou pas éclairées. Donc pour l'instant, avec l'équipe municipale, on a plutôt considéré il valait mieux maintenir un bon éclairage de la nuit et que la vraie économie financière et le vrai gain environnemental, il était sur le passage à l'éclairage au LED. Alors j'ai une question de Michel qui me parle de l'avenue du président Kennedy et du terrain vague. Alors c'est pas tout à fait un terrain vague quand même, c'est un terrain où doit se construire un hôtel. Où en est le projet? Écoutez, j'ai rencontré la porteuse du projet encore il y a quelques jours. Vous imaginez bien que la période actuelle et celle du Covid n'est pas propice pour accélérer sur ce type de projet. Le projet est toujours là. Cette porteuse de projet a beaucoup de bonne volonté, elle est très motivée, elle est très compétente, je crois, pour mener à bien ce projet, et elle a l'objectif de pouvoir le mener à bien. Donc on la suit, on l'épaulera autant que de besoin, et je pense que le projet pourra voir le jour, mais évidemment il faudra que toutes les restrictions liées au Covid puissent avoir été levées pour que le projet puisse réellement démarrer, c'est-à-dire les travaux, puis ensuite l'ouverture. Vous imaginez bien que c'est quand même un gros investissement et que pour qu'un investissement comme ça puisse être amorti, il faut que l'hôtel puisse être rempli. Il ne faut pas qu'il y ait des restrictions où on imposerait qu'il n'y ait que la moitié des chambres ou que les gens ne voyagent pas, ou qu'ils fassent des réunions en visioconférence sans se rendre à des rendez-vous. Tout ça, c'est pas bon pour l'hôtellerie, on le sait très bien. Et donc, il faudra encore un petit peu de temps. Il faudra qu'on soit sorti du Covid. Mais pour avoir vu la porteuse de projet il y a encore quelques jours, elle est toujours aussi motivée pour le mener à bien. Et je suis certain qu'on pourra voir ce projet sortir de terre dans les mois qui viennent. Mais évidemment, la situation sanitaire a malheureusement beaucoup ralenti les choses. On a une question de Pascal sur la sécurité du rond-point de la Richarde. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. On a été souvent interrogé sur ce sujet. On a, je crois, fait le maximum de ce qu'on pouvait faire pour signaler qu'il y avait un croisement et que c'était un rond-point, que les règles d'engagement en circulation dans un rond-point s'appliquaient. On a mis des éclairages, on a renforcé la signalisation. Alors c'est vrai que malgré ça, j'imagine Pascal ce que vous voulez me dire, vous arrivez par exemple de l'avenue Kennedy et vous voyez des personnes qui passent sur la route Béziers-Mazamet, directement, sans regarder, raide comme la justice, et qui ne regardent pas si quelqu'un arrive ou pas d'une intersection. Ça a dû vous arriver, ça m'est arrivé, donc on peut encore essayer de travailler à la signalisation dans ce secteur, mais on a déjà beaucoup fait, et je ne vois pas trop après ce qu'on pourrait imaginer. Ou alors ce serait vraiment perturber la circulation. Certains m'avaient suggéré de remettre des feux tricolores. Je ne pense pas que ça soit une bonne solution dans la Richarde parce que ça engorgerait considérablement la circulation. Peut-être encore, voilà, faudra-t-il renforcer encore la signalisation, peut-être avoir des flashs lumineux encore plus importants pour peut-être capter l'attention, on va dire, des automobilistes distraits et qui ne sont concentrés que sur leur route et pas sur les automobilistes qui arrivent des autres intersections. Question de Marie sur le couvent des Clarisses. Le secret est-il levé? Qui a acheté le couvent des Clarisses? Alors je ne peux pas vous dévoiler le nom du repreneur. Je peux simplement vous dire qu'effectivement le couvent a été vendu. Il s'agit d'une société qui fait de la promotion immobilière, qui a pour objectif sur ce secteur de lotir une partie des terrains qui sont des terrains constructibles pour édifier des pavillons, des maisons, et ensuite de rénover la partie du couvent donc, pour accueillir plutôt des personnes qui sont en nécessité, alors des personnes âgées en nécessité de soins. Donc sur ce projet des Clarisses, on aurait une sorte de mixité entre des constructions de nouveaux pavillons sur les terrains
et une remise en état du bâtiment qui permettrait d'y accueillir des personnes qui sont en recherche d'appartements avec des services, et particulièrement des services de santé. Voilà où en est le projet. Je pense que l'acquisition est quasiment finalisée, et donc ce site va pouvoir reprendre vie. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le quartier des Bosses, et que ça sera encore de la population qui va venir dans le quartier, qui va pouvoir y vivre, y consommer, faire travailler les inscrire aussi les enfants à l'école. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, de très positif pour le secteur de l'avenue des Bosses. Question sur les travaux au stade de la Chevalière. Alors les WC extérieurs, ils sont terminés, ça c'est Anthony qui me pose la question. Sachez qu'il y aura aussi des travaux qui seront engagés sur la structure du stade, notamment des tribunes et des pylônes en fait. Alors je n'ai pas encore le calendrier exact, mais c'est des travaux qui pourraient s'engager peut-être d'ici l'été pour renforcer la structure du stade de la Chevalière. Question d'Armel, alors qui a eu visiblement une mésaventure avec des chiens mordeurs, qui me raconte un petit peu ce qui lui est arrivé. Alors, vous m'interpellez sur le fait que la mairie peut-être se désintéresserait de ces questions de chiens mordeurs. Alors Armel, bien au contraire, je peux vous dire que les policiers municipaux sont intervenus à plusieurs reprises sur des cas, des affaires de chiens mordeurs, que nous avons fait des signalements à plusieurs reprises, et que certains chiens ont même été confisqués à leurs propriétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez chaque fois évidemment saisir la police nationale et police municipale, pour que les dossiers puissent avancer. Ce sont de longues procédures, et avant qu'un chien soit reconnu comme étant dangereux ou mordeur, c'est toute une procédure administrative très très longue qui prend plusieurs mois, qui doit ensuite aboutir. Mais ce que je vous invite à faire, Armel, c'est peut-être de vous rapprocher directement de la police municipale pour réévoquer votre cas, et le cas échéant, justement, les policiers municipaux pourront vous aider peut-être à avancer et à trouver une solution. J'ai Janou qui nous dit merci pour les retraités, un grand merci, c'était suite donc au coffret gourmand de début d'année. Janou, c'était avec plaisir. On a pas mal de personnes qui nous disent bonsoir. J'ai une question qui m'a été posée par Sophie. Quand est-ce que le masque sera enlevé à l'extérieur, dehors, lorsqu'on est dans le centre-ville? C'est insupportable, me dit Sophie. Alors, il faut savoir que aujourd'hui tout dépend des arrêtés préfectoraux. On n'a plus, comme c'était le cas il y a quelques mois, des arrêtés municipaux différents selon les communes. C'est Madame la préfète qui prend des arrêtés qui en général concernent l'ensemble du département. Donc la compétence pour la responsabilité pour reprendre ces arrêtés est remontée directement à la préfète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'applique? En fait, si vous vous promenez seul en ville, Sophie, vous n'avez pas l'obligation de porter votre masque. Le port du masque n'est obligatoire dans le département du Tarn à l'extérieur que si vous êtes à partir de 2 personnes dans la rue. Donc si vous discutez avec une autre personne, là vous devez mettre votre masque. Mais si vous vous promenez seul dans la rue, sans discuter avec personne, vous n'avez pas l'obligation de porter votre masque. Ensuite, eh bien, vous avez l'obligation, si vous êtes seul, de le remettre du moment où vous vous approchez des établissements recevant du public. Alors type administration, mairie, école. Mais pour le reste, si vous vous promenez seul dans Mazamet, vous n'avez pas l'obligation, Sophie, de porter seul votre masque. Voilà. Pour le reste, jusqu'à quand ces arrêtés vont perdurer, c'est très difficile à dire. Ça va évidemment dépendre de la situation sanitaire, et vous savez qu'aujourd'hui, quand on prend les taux d'incidence, vous avez vu des cartes au niveau national, mais le département du Tarn est un des départements qui est les plus touchés aujourd'hui et qui a un des plus forts taux d'incidence. J'ai une question de Aimé. Aimé qui me demande une ligne LIO. Donc LIO, ce sont les lignes qui sont gérées par la région
Occitanie, Castres, Mazamet, Carcassonne, c'est pour quand? Il existe des liaisons interdépartementales. Peut-être vous faites référence, Aimé, effectivement, à une ligne express, en quelque sorte, qui desservirait les trois villes. Oui, c'est une demande qu'on peut formuler auprès de la région, avec d'autres demandes que j'ai formulées. J'ai écrit à plusieurs reprises à la région pour alerter sur les difficultés d'abord du service de train de la SNCF, et puis sur des difficultés de connexion pour les utilisateurs des bus qui doivent se rendre sur Toulouse. Donc j'ai eu une réponse de la présidente de région il y a quelques jours. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur ma demande qui était d'avoir des lignes directes Mazamet-Toulouse. Des bus en ligne directe, sans escale, on va dire, qui desserviraient directement le pôle multimodal de Mazamet et qui irait ensuite sur Toulouse. En revanche, j'ai eu dans ce courrier des assurances sur des améliorations de desserte et de correspondance qui vont être mises en place par la région Occitanie et qui devraient faciliter la vie des usagers qui empruntent les bus ou les trains à destination de Toulouse. N'hésitez pas à me faire remonter ces difficultés. Dès qu'il y en a, je les fais remonter systématiquement auprès de la région, puisque c'est la région qui a la compétence, et donc c'est la région qui traite de ces difficultés. Il faut que nous soyons évidemment informés des difficultés et des problèmes que vous pouvez rencontrer sur ces différentes lignes. Mais le combat continue pour essayer de l'améliorer encore, et je le dis encore une fois, moi j'appelle encore une fois de mes voeux la création de lignes de bus directes Mazamet-Toulouse, comme il en existe entre de nombreuses autres villes moyennes de la région Occitanie et la capitale régionale. J'ai une question de Annie qui fait état de la misère qui me dit-elle touche les plus démunis dans la ville de Mazamet. Quelles sont les actions pour donner de la nourriture et vers quel organisme s'orienter urgent? Merci de votre réponse. Donc Annie, ce que je vous invite à faire, c'est à nous appeler en mairie et à demander le centre communal d'action sociale. C'est par le CCAS, le centre communal d'action sociale, qu'on aide les personnes les plus en difficulté. Alors évidemment avec notre modeste budget, mais on fait en sorte de prendre en charge des factures, par exemple, pour des personnes qui ont du mal à payer, par exemple, leur électricité. On peut prendre en charge aussi les frais alimentaires. Tout ça est évidemment toujours vérifié sur le dossier, et nous faisons en sorte, mairie, d'aider des personnes qui sont réellement dans la nécessité. J'ajoute, Annie, que nous ne sommes pas les seuls à agir dans ce domaine et que vous pouvez évidemment vous rapprocher de la CAF, mais aussi des services du conseil départemental, puisque le département peut vous permettre d'obtenir un certain nombre d'aides sociales qui pourraient vous aider dans votre situation. Voilà. Mais pour la mairie, vous contactez le centre communal d'action sociale, donc le CCAS, qui saura facilement traiter votre demande donc, et vous aider le plus possible. Théo demande pourquoi tout le monde parle de faire un rond-point à la place des feux rouges. Alors je pense que vous faites allusion au carrefour des Bosses. Oui, Théo, on en avait parlé lors du dernier Facebook Live au mois de novembre, et j'avais activé et demandé de se mobiliser pour vous savez, cet axe. Alors il y avait le rond-point des Bosses, le carrefour des Bosses, qui effectivement aujourd'hui est un système à feu multiples et qui gagnerait à être fluidifié. Je suis persuadé qu'un système de giratoire permettrait de rendre la fluidité sur ce secteur qui est peut-être probablement le plus fréquenté de la ville de Mazamet. Et il y a eu une mobilisation aussi des élus. J'avais un peu lancé l'initiative. Je revendique d'en endosser un peu la paternité, en tout cas de la relance du dossier. Et donc il y a eu des courriers qui ont été faits, l'un à l'initiative du sénateur Philippe Folliot et de sa suppléante Marie-Josée Carbonnier,
Guiraud. Et puis l'autre courrier à l'initiative des conseillers départementaux. Vous avez sûrement vu qu'on a tous ces courriers. Il y a une mobilisation donc générale des élus pour ce dossier. Carrefour des Bosses, grand contournement d'Aucillon jusqu'à la déviation de Saint-Alby et ensuite aménagement de la route de Saint-Alby jusqu'à la Bruyère. Tous ces dossiers sont donc en cours. Les élus, je crois, sont vraiment unanimes pour dire que ce sont des dossiers, des chantiers qui sont prioritaires. Et donc j'espère que tout ça pourra aboutir. Je rappelle simplement que pour ce qui est de la déviation longue d'Aucillon, qui permettrait de faire sauter en fait les engorgements au niveau du boulevard du Toré et de récupérer directement la déviation de Saint-Alby, c'est quand même un projet qui est inscrit depuis 10 ans maintenant, 11 ans même, puisque nous sommes passés en 2021, 11 ans au contrat de plan État-région. Donc c'est l'État qui doit désormais enclencher ce travail, puisque c'est à l'État qu'il en revient la responsabilité. Donc voilà, je le redis, en tout cas, comptez sur moi pour ne pas lâcher pour ce secteur. Et je redis, Théo, qu'on a vraiment besoin d'imaginer un aménagement autre que des feux au niveau du carrefour des Bosses. N'oublions pas aussi que dans quelques années, nous aurons l'autoroute qui arrivera au niveau de la rocade de Castres et que donc on peut imaginer que ça va aussi renforcer le trafic qui viendra sur Mazamet. Et donc il faudra être adapté. Il ne faudra pas que les gens viennent taper sur un système de feu et qu'on ait des bouchons interminables. J'ai Marie qui me pose la question de savoir pourquoi il est interdit de se garer devant son portail et pourquoi on risque de prendre un PV si on se gare devant son garage en fait. Ben, c'est la loi. Alors je sais que ça peut paraître absurde, mais effectivement c'est la loi et chez vous, vous n'avez pas le droit de stationner devant votre garage et vous risquez d'être verbalisé. Je ne sais pas vous en dire plus. La loi est ainsi faite et c'est souvent évoqué dans les réunions de quartier, mais la loi est ainsi faite et vous ne pouvez pas stationner devant votre garage, y compris si vous mettez le numéro de votre plaque sur votre garage. C'est pas possible. Voilà, donc vous devez être sur une place de stationnement autorisée. Alors, j'ai une question de Fabienne qui me demande où on est de la pétition contre les éoliennes dans la Montagne Noire. Donc, sachant que l'enquête publique est ouverte. Oui. Alors, c'est un sujet qui est intéressant puisque il y a un nouveau projet d'éoliennes sur la commune des Martis, mais en fait, il est plus proche de Mazamet puisqu'il de communes et comme souvent la commune qui porte le projet le met en bout de commune et c'est plutôt la commune à côté qui voit les éoliennes mais qui n'en retire aucun bénéfice. Je dis ça sans aucune animosité pour mon collègue des Martis. J'ai rencontré les porteurs de projet de façon très courtoise. Je leur ai dit que j'étais opposé à ce projet, que je considérais qu'il y avait déjà suffisamment d'éoliennes sur la Montagne Noire et que dans ce secteur, en plus de ça, on impactait un approvisionnement en eau, une source qui sert à une exploitation agricole juste à côté. Au-delà de ça, ce secteur est un secteur paysager. On est à la vue du lac des Montagnaises, qui est un secteur très touristique. On a un magnifique point de vue de ce secteur sur la chaîne des Pyrénées. Et je ne pense pas qu'il soit opportun de venir y développer une industrie éolienne. Donc l'enquête publique est ouverte, la ville de Mazamet contribuera, elle est appelée à délibérer, donc nous délibérerons et je proposerai au conseil municipal qui se tiendra au mois de mars, Fabienne, de délibérer contre ce projet avec de solides arguments pour s'y opposer et nous informerons les habitants en particulier des hameaux de Mazamet, des hameaux de montagne, notamment de la Brespie, de Roquerlan, des Rousses, des Montagnaises, de Caudalari, de Cahuzac, tous ces secteurs de montagne qui sont assez proches en fait de Saint-Sarail par exemple, qui sont assez proches du projet, qu'il faut qu'ils s'expriment lors de l'enquête publique. Et ce que je vais vous dire, c'est que moi, maire, et mon conseil municipal, nous ne pouvons pas tout faire. Donc nous, on va le faire notre travail, mais il faut aussi que vous, habitants, citoyens, qui en avez assez de la défiguration de la montagne, vous preniez aussi votre part du combat. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez contribuer à l'enquête publique. Et vous allez écrire, on va vous donner l'adresse, vous écrirez, vous direz ce que vous en pensez, vous pouvez même aller rencontrer le conseil d'enquête
qui tiendra des permanences, on vous l'indiquera sur le site de la ville et dans les courriers qu'on distribuera dans les hameaux, pour exprimer votre opposition à ce projet. Donc il faut qu'on soit très nombreux, le plus nombreux possible, à exprimer notre désaccord sur ce projet qui ne me paraît pas pertinent. Et puis surtout, et encore une fois, je pense qu'il faut rappeler, moi j'attends toujours qu'on me démontre que les implantations d'éoliennes dans le secteur, et on en a eu beaucoup, énormément, pour moi elles n'ont généré aucune retombée économique. Il n'y a pas de création d'emplois, je les cherche, je ne les vois pas, et à part des recettes pour les propriétaires qui louent leur terrain, qui vendent leur terrain, et quelques recettes fiscales pour les communes ou pour les communautés de communes, je ne vois pas la dynamique d'emploi que ça crée sur notre territoire. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là que j'évoquerai dans la contribution de la ville de Mazamet, mais c'est à vous aussi, citoyens, qui êtes opposés à ce projet, à vous mobiliser. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour le faire, mais vous pouvez le faire très rapidement maintenant, et la mairie de Mazamet vous fournira toutes les infos pour pouvoir le faire. Question de Daniel, qui me parle du projet de gymnase à Bonnecombe, qui était imminent il y a 2 ans, et toujours pas le premier coup de pelle. Y a-t-il blocage de la part de qui? J'allais dire, mais bon, allez, on va dire qu'il vaut mieux en rire que d'en pleurer, Daniel, ce projet il est imminent depuis assez longtemps. C'est vrai. Alors, on a été où? On était bloqué puisque vous savez que le projet consiste à construire un nouveau grand gymnase, à rénover le petit gymnase et ensuite à démolir l'actuel grand gymnase. Sauf que les terrains n'appartiennent pas à la ville de Mazamet, ni à la communauté d'Aglo. Les terrains appartiennent à l'État. Et pour pouvoir déposer le permis de construire, nous avons attendu pendant 1 an, un peu plus d'1 an, le papier, l'arrêté de l'État qui nous permet de déposer un permis de construire. Ouf! On a enfin ce précieux papier depuis quelques jours, cet arrêté, et donc on va pouvoir passer à la phase de dépôt du permis de construire d'ici quelques semaines. Il y a des aspects budgétaires qui doivent être encore validés au niveau de la communauté d'agglomération à l'horizon du budget, ce sera pour le mois de mars et d'avril, mais si tout va bien, on devrait pouvoir lancer les appels d'offres auprès des entreprises, on va dire à la fin du printemps, début de l'été, et ensuite eh bien, le projet sera réellement lancé et les travaux pourraient probablement s'engager à l'automne. Voilà, donc on a eu beaucoup de contretemps, de fâcheux contretemps sur ce dossier. Le dernier, c'était vraiment cet arrêté qui nous manquait et qu'on attendait des services de l'État, et sans cet arrêté, il nous était absolument impossible de déposer un permis de construire. Les choses vont maintenant pouvoir se faire. Je reconnais, je suis d'accord avec vous, Daniel. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on évoque ce projet. Je comprends que vous vous impatientiez, que certains s'impatientent, que les associations, que les enseignants, notamment les profs de PS, soient évidemment très impatients. Je le suis tout autant que vous, et je souhaite ardemment, et j'ai très bon espoir que maintenant les choses soient bien avancées, bien enclenchées, qu'on puisse avancer réellement sur ce projet. J'ai une question qui m'est posée par Alex, qui est une question qui concerne l'école de Négrin. Alex me demande s'il serait possible de faire quelque chose sur la sécurité, donc au sujet de l'école de Négrin. Ça devient dangereux et la police ne vient même plus. Alors, la police doit passer quand même, Alex, et je suis certain que même la police municipale passe régulièrement. Mais nous avons donc effectivement ce problème en tête depuis assez longtemps. Problème de circulation, de danger et de stationnement un peu intempestif. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train d'acheter des terrains. Vous savez qu'il y a des terrains qui sont autour de l'école et les choses avancent bien. On a acheté trois terrains de mémoire et on va pouvoir y faire du parking, du stationnement. Donc ça va faciliter les choses autour de l'école de Négrin et ça veut dire qu'aux heures de pointe, quand les parents viennent récupérer leurs enfants, eh bien, ils pourront facilement se stationner en sécurité, que ça évitera aux voitures qui circulent de faire des écarts qui peuvent être dangereux,
Et donc on va pouvoir vraiment aménager quelque chose de très pratique et de très sécurisé autour de l'école de Négrins. Voilà. Donc ça c'est en cours, on a fait les acquisitions et j'ai bon espoir qu'on puisse mener ces travaux durant l'année 2021. Donc voilà, Alex, ça devrait s'améliorer assez rapidement maintenant dans le courant de l'année avec ces travaux qui vont s'engager autour de l'école de Négrins et qui vont permettre donc de bien améliorer les choses. Alors un peu dans le même ordre d'idée, j'ai une question de Bernard qui concerne le chemin des jardins Cormoule-Soulès pour monter à la passerelle. Est-ce qu'on va améliorer ce secteur? Oui, on y travaille avec plusieurs associations pour continuer à mettre en valeur ces jardins. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de secteurs qui sont à défricher, à débroussailler, à embellir. Et donc on y travaille régulièrement avec ces associations. Et puis on travaille aussi sur la signalétique, sur les explications, tout ce qui va rendre ce parcours encore plus agréable. Et puis vous savez qu'il y a eu un éboulement un petit peu plus haut qui s'est produit à proximité des ruines de Saint-Sauveur. Donc là, il y a évidemment des travaux qui vont être entrepris, sachant que nous sommes sur du patrimoine historique. Tout ça nécessite d'avoir l'accord des services de la DRAC, des services d'archéologie. Donc évidemment, il y a tout un tas de procédures administratives très longues et très lourdes qui existent et qui font qu'on ne peut pas, si vous voulez, engager les travaux comme ça, comme on le ferait facilement en ville, par exemple. Donc il faudra être patient, mais j'ai bon espoir qu'on puisse avoir engagé ces travaux et que tout soit remis en état avant à la haute saison touristique, c'est quand même évidemment souhaitable. En tout cas, sur les jardins Cormoule-Soulès, c'est un très beau patrimoine, c'est un très joli site et qui a beaucoup de potentiel et qu'on a vraiment pour ambition de développer. Et pour ça, on s'appuie sur des associations que je remercie et qui sont très engagées pour qu'on puisse améliorer ce secteur. Alors ensuite, j'ai une question de Framboise qui me demande quand sera-t-il possible de faire de l'isolation par l'extérieur sur des maisons qui sont directement sur la voie publique. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire à beaucoup d'endroits et que, pour tout vous dire, on a quand même de sérieuses réserves à la mairie de Mazamet sur l'isolation par l'extérieur. D'abord, la difficulté, c'est que si vous isolez par l'extérieur, ben en fait votre façade en gros va déborder sur la voie publique. Donc c'est souvent pas possible. Ensuite, la difficulté que ça pose, c'est que ça pose souvent des questions esthétiques par rapport à l'architecture. Et puis ensuite, ça pose des questions d'alignement. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous faites une isolation par l'extérieur, mais que votre voisin ne la fait pas, puis que le voisin encore en suivant l'a fait, bah à la fin, vous avez un quartier qui fait des vagues. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous pouvez avoir un effet qui est désastreux d'un point de vue esthétique et même du point de vue de la valeur du quartier. Donc, les services techniques regardent souvent cela, et donc c'est souvent quand même très compliqué de pouvoir faire de l'isolation par l'extérieur. Pour ne pas vous dire Framboise, très peu d'endroits où on pourra l'autoriser à Mazamet. Voilà. Donc tournez-vous plutôt vers des solutions d'isolation par l'intérieur. De ce que m'en disent les services, elles ne sont pas plus coûteuses, elles ne sont pas forcément plus longues à mettre en œuvre et elles sont au moins aussi efficaces, voire plus efficaces. Donc n'hésitez pas à contacter les services de la ville, rue des Cordes, et les services techniques sauront vous renseigner et vous donner les meilleures solutions. Il existe, j'ai rien moi personnellement contre l'isolation par l'extérieur, mais c'est simplement que d'un point de vue de la technique, d'un point de vue de l'urbanisme, c'est pas possible ou pas souhaitable dans certains quartiers. En tout cas, n'hésitez pas, vous appelez les services rue des Cordes et ils trouveront avec vous, j'en suis certain, la meilleure solution et ils auront à cœur de vous. J'ai une question de Patricia sur le bâtiment du Leader Price. Donc, que va devenir ce bâtiment et surtout comment sécuriser son parking si mal fréquenté. Alors effectivement, il y a eu des annonces il y a quelques semaines sur le devenir de l'enseigne Leader Price et notamment sur le fait que le Leader Price allait fermer
certains magasins. Et effectivement, on a appris que le magasin de Mazamet faisait partie de la liste des magasins qui seraient fermés a priori au mois d'octobre. Le bâtiment aujourd'hui et le parking n'appartiennent pas à Leader Price, qui ne sont que locataires. Le bâtiment et le parking Leader Price sont privés. Ça appartient à des propriétaires privés. C'est une famille qui est propriétaire de cet emplacement et du bâtiment. Donc si Leader Price s'en va, il faudra voir s'il y a des porteurs de projets qui sont intéressés pour reprendre le bâtiment ou pour en construire un autre et reprendre le parking. Sur le parking qui est si mal fréquenté, qui est un vrai problème, je suis d'accord avec vous Patricia, j'ai secoué à plusieurs reprises les propriétaires auxquels j'ai écrit qu'il y avait clairement un défaut d'entretien de ce parking, qu'il y avait un muret qui posait problème et qui était devenu un lieu de squat. J'ai malheureusement, bien que je l'ai dit sur tous les tons, pour l'instant pas été entendu. Mais la police municipale y passe fréquemment avec les pouvoirs qui sont les siens sur un parking qui est privé. C'est-à-dire que nous pouvons, et les policiers municipaux, lorsqu'il y a par exemple du squat, font vider les canettes d'alcool aux gens qui squattent sur ce secteur, font des contrôles sur les chiens, on en parlait tout à l'heure, des chiens mordeurs, les chiens de ces personnes-là qui souvent ne sont pas en règle et qui parfois peuvent paraître agressifs. Parfois même on va jusqu'à la confiscation du chien, on confisque les canettes, oui, mais on n'a pas le droit, c'est un parking privé, de demander à ces gens-là de partir. Et donc on s'adresse ensuite systématiquement aux propriétaires de ce parking, mais les propriétaires, pour l'instant, on a du mal, pour tout vous dire, à les faire bouger. Alors peut-être que le fait que Leader Price arrête et qu'il y ait probablement d'autres porteurs de projets qui se manifestent et qui auront des exigences pour venir s'installer en termes d'état du parking, de bon état du parking et de bonne fréquentation du parking, ça sera peut-être de nature à nous aider à faire bouger les choses. En tout cas, je le souhaite ardemment. Mais en tout cas, sachez que les policiers municipaux font le maximum de ce que la loi leur autorise sur un parking qui est privé. Malheureusement, il n'est pas municipal. Moi, j'ai proposé aux propriétaires de le reprendre, d'en faire un parking municipal, de le rénover entièrement, de mettre des caméras de vidéosurveillance pour le sécuriser. Bon, pour l'instant, je me suis heurté à un refus. Je n'espère pas que peut-être on y arrive dans les mois qui viennent. En tout cas, on ne lâche pas le morceau. J'ai Kiki Déco qui me demande quand est-ce qu'on va sanctionner les énergumènes qui errent sans masque au centre-ville à longueur de journée. Il y a des sanctions qui ont déjà été données, que ce soit par les policiers municipaux ou par les policiers nationaux. Mais je rappelle, et c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure, que si vous vous promenez seul à l'extérieur, dans le département du Tarn, vous n'avez pas besoin de porter votre masque. Vous ne devez le porter à l'extérieur que si vous êtes avec une autre personne, au minimum donc à partir de 2 personnes, ou si vous êtes à 30 mètres d'un lieu recevant du public. Et si vous vous promenez dans la rue, vous n'avez pas forcément l'obligation. Donc les énergumènes que vous décrivez, qui déco, parfois ils sont dans leurs droits. Voilà. Mais sachez qu'il y a eu des verbalisations pour non-port du masque à des endroits où par contre effectivement il était obligatoire. Voilà. Donc verbalisation ou prévention. Moi je donne toujours des consignes aux policiers municipaux de savoir faire les choses avec tact et diplomatie et de savoir expliquer les choses avant de verbaliser. C'est la philosophie qu'on a avec les policiers municipaux. On a la même philosophie sur le stationnement et sur beaucoup de choses. Et je considère qu'il faut d'abord essayer d'expliquer. Évidemment, si après les gens récidivent et sont récalcitrants, on verbalise. Voilà. Mais on essaie d'expliquer. J'ai Théo qui me demande si on a prévu de refaire la rue devant le lycée Soult. Alors, pas à ma connaissance. Ça n'est pas une rue qui a pris... Alors, Théo, mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est quand même pas la pire rue de Mazamet. En revanche, on est en train de regarder, on en discutait encore il y a quelques jours avec le proviseur du lycée Soult, sur une autre façon d'organiser le stationnement dans cette rue. Les services sont en train de reprendre ça pour améliorer les capacités de stationnement qui sont
limiter aux heures de pointe et peut-être ralentir un petit peu la circulation des véhicules qui arrivent et qui arrivent quasiment tout droit juste en face de l'entrée du lycée. Pour le reste, pour les chaussées sur Mazamet, les voiries, on a fait faire un diagnostic complet. On s'est appuyé sur un cabinet qui a recensé vraiment toutes les rues, qui les a classées, parce que c'est un travail colossal, hein. Je vous rappelle que Mazamet, c'est des centaines et des centaines de kilomètres de voirie, et donc on va continuer tous les ans à investir sur la voirie municipale. Il y a des travaux qui sont prévus rue Méjanel courant 2021, qui est une voirie qui pour le coup est très dégradée, qui est complètement bombée. Il y a des travaux qui sont prévus aussi sur le boulevard Soult. On avait parlé aussi de la rue Haute de Boutonnet. Donc on a classifié vraiment les chaussées par les plus dégradées aux moins dégradées, et la priorité sera donnée à celles qui ont été classées rouges en quelque sorte, et qui sont vraiment celles qui ont le plus besoin de travaux. J'ai Loxia qui me demande pour les étudiants, j'imagine que c'est pour les aides, hein, pour les étudiants. Alors Loxia, je vous fais la même réponse que tout à l'heure, n'hésitez pas, et je suis très sensible à la situation des étudiants aujourd'hui, qui sont souvent dans une précarité qui est très forte, privés souvent de travail, des petits boulots qu'ils pouvaient faire et qui leur permettaient de joindre les deux bouts, hein, tout simplement. Et puis au-delà de ça, du fait d'être souvent avec des cours qui sont en distanciel, de ne pas pouvoir partir faire les stages normalement prévus, pour ceux qui ont des stages ou des formations à l'étranger, de ne pas pouvoir y aller. Bref, puis toutes les restrictions, hein, voilà, je t'avoue que j'aurais pas aimé vivre l'époque qu'on vit aujourd'hui quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiant. Voilà. Et donc je comprends votre préoccupation. Donc Loxia, vous nous appelez, vous demandez le centre communal d'action sociale, vous nous expliquez vos difficultés, et si on peut vous donner un coup de main, la ville de Mazamet vous donnera un coup de main pour vous aider à joindre les deux bouts. Ça sera évidemment étudié très précisément. J'ai ensuite Yvonne qui me parle des riverains de l'avenue Foch et qui attire notre attention sur le problème des moustiques qui ont gâché les soirées d'été. Alors c'est vrai qu'on a eu énormément de moustiques sur Mazamet l'été dernier. Je crois qu'on a battu les records. Personnellement, je n'en avais jamais vu autant. Il faut savoir qu'il y a des campagnes de démoustication qui sont menées par le conseil départemental, mais que visiblement ça n'a pas suffi. Nous proposerons d'aider les habitants de Mazamet à s'équiper de répulsifs à moustiques. Ce sont des répulsifs électriques qui permettent d'éloigner les moustiques et qui sont visiblement très efficaces. Donc on vous donnera tous les détails assez rapidement, puisque bon, là, on est encore à peu près tranquille puisqu'on est en hiver, mais l'été sera rapidement là, et donc on mettra ce dispositif en place pour vous aider à acquérir ces dispositifs qui permettent d'éloigner les moustiques et qui ont quand même une efficacité assez importante parce qu'ils ont des rayons d'action relativement importants. Donc ça, plus de détails à suivre dans les semaines qui viennent auprès de la ville, on communiquera dessus, mais on vous aidera à vous équiper pour les répulsifs. Après, bon, nous, nos services techniques font la chasse aux eaux stagnantes qui sont des repères de moustiques, hein. Dès qu'on peut chasser les eaux stagnantes, on le fait, mais on ne peut évidemment pas rentrer dans toutes les propriétés. Il y a des endroits où on a des eaux stagnantes dans des propriétés, et parfois c'est derrière des pots de fleurs, hein, on ne s'en rend pas compte, et ce sont de vrais repères de moustiques. Donc il faut aussi que chacun chez nous, dans chacune de nos maisons, dans nos jardins, on traque ces eaux stagnantes. C'est vraiment très important pour pouvoir se débarrasser des moustiques. En tout cas, on va vous aider à les éloigner, Yvonne, avec des dispositifs qui seront financés, subventionnés par la ville de Mazamet. On me propose aussi, vous me proposez, Yvonne aussi, d'installer un miroir à l'intersection de la rue Jean-Bart et de l'avenue du Maréchal Foch pour circuler si on nage à cet endroit. On n'a pas droit au miroir, c'est un dispositif qui n'est plus homologué par l'État ni par les assureurs, et donc je n'ai pas le droit malheureusement de mettre un miroir.
Par contre, je note la question, la difficulté, et si vous voulez, on viendra sur place avec les services, voir s'il y a possibilité. Parfois, vous savez, il suffit de décaler un petit peu l'intersection. Parfois, il y a de la végétation qui peut gêner, des alignements de trottoirs qui peuvent juste gêner de quelques centimètres la visibilité. Et parfois, avec des tout petits ajustements, on arrive à améliorer la visibilité à une intersection. Donc, c'est ce que je vous propose qu'on fasse pour qu'on l'étudie, en tout cas Yvonne, entre l'avenue du Maréchal Foch et la rue Jean-Bart. Donc, c'est noté. Et je vous propose que les services vous contactent dans les jours qui viennent pour venir voir ça avec vous sur le terrain. J'ai des questions qui concernent... Alors, Bastien qui me demande s'il serait en projet, vu des touristes à Hautpoul, de refaire la route côté Carcassonne, car très détériorée, de plus en plus dangereuse quand on croise des personnes. Alors la refaire intégralement, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, ça n'est pas pour 2021. En revanche, intervenir sur les nids de poules et les secteurs dégradés ponctuellement, oui, ça peut être programmé par les services et ça sera noté à l'issue de ce Facebook Live pour au moins parer au plus pressé. Sachant qu'ensuite, il n'est pas souhaitable d'accéder au village d'Hautpoul, et il y a des panneaux qui donnent bien les restrictions. Il n'est pas souhaitable pour l'instant que les visiteurs, les touristes accèdent au village d'Hautpoul par la route de Carcassonne. On n'a pas de parking, on ne peut pas stocker les voitures, et donc c'est absolument pas souhaitable. Il y aura peut-être des parkings à l'avenir sur ce secteur d'Hautpoul, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on essaie plutôt de dissuader les visiteurs de passer par cette route. En tout cas, c'est noté pour la dégradation de cette route. Il faut dire que la météo ne nous a pas aidé cet hiver et qu'elle a pas mal dégradé les routes, notamment en montagne. Et donc, on le note, Bastien, et on fera en sorte de pouvoir faire des travaux et de reboucher les trous éventuellement avec nos équipes et avec les entreprises qui travaillent pour nous. J'ai ensuite Cathy qui me demande pourquoi il y a des travaux donc, de voirie qui ont été faits après le 28 rue du Faubourg du Gard, et qui voudrait savoir pourquoi on a laissé une partie non faite sur le côté qui fait partie du travaux. Alors on en avait parlé vous nous aviez déjà interpellé, on en avait parlé avec les services techniques qui en fait se sont concentrés sur la partie qui nécessitait le plus de travaux, et vous comprenez bien, Cathy, qu'on ne peut pas tout faire partout dans tous les secteurs de la ville chaque année, et donc on s'est concentré sur la partie qui était la plus dégradée. Voilà, c'est pour ça que c'est cette partie-là qui a été traitée. J'ai Sylvain ou Sandra, je ne sais plus, ou les deux, qui me posent la question de savoir quand est prévu le débroussaillage au Bousquet. Alors là, c'est pareil, on s'appuie sur beaucoup dans l'entretien des hameaux, et on s'appuie notamment sur des exploitants agricoles locaux à qui on sous-traite en fait tous ces travaux. Je reposerai la question au service technique, en tout cas c'est noté. Il faudra peut-être nous indiquer précisément, parce que le Bousquet c'est quand même assez vaste, nous indiquer quel est le secteur qui vous semble à traiter, et on fera en sorte que les services ou les entreprises qui travaillent pour nous puissent intervenir pour vous satisfaire. Voilà, et puis je vois qu'il y a Morgane qui me dit avoir appelé les services plusieurs fois. N'hésitez pas à solliciter directement les élus lorsque je le dis en réunion de quartier, mais je le redis ce soir sur ce live. N'hésitez pas à solliciter directement les élus quand vous constatez un problème d'entretien, un problème d'usure d'une route, un débroussaillage qui n'est pas fait. Vous m'écrivez directement, vous envoyez un mail en mairie à l'attention du maire, vous appelez, le message me sera transmis, vous demandez l'adjoint ou un adjoint en charge des travaux, et vous appelez directement, vous adressez directement aux élus, voilà, pour faire remonter vos demandes. En tout cas, pour le secteur du Bousquet, écoutez, cette demande est notée, et chemin qui mène au château d'eau d'Encorde. D'accord, bon, en tout cas c'est noté. On fera en sorte d'intervenir le plus rapidement possible. J'ai Caroline qui me demande des ralentisseurs
avenue Santa Maria à Négrin, m'indiquant que les automobilistes roulent très vite. Alors, le problème des ralentisseurs, la difficulté, c'est que pour pouvoir les positionner, il faut trouver un endroit où on ne va gêner aucun riverain, parce que les ralentisseurs font beaucoup de bruit, et pour pouvoir poser des ralentisseurs, il faut que j'ai un endroit où je suis certain que où tous les riverains sont d'accord et sont prêts à accepter le bruit cloc, cloc, cloc des voitures qui passent, et c'est des centaines de voitures par jour, ou alors un secteur où, à l'endroit où on va poser les ralentisseurs, je n'ai pas d'habitation. Donc voilà, ce sont des choses qui sont parfois difficiles à placer. Et puis il y a des questions aussi de pente sur la chaussée. Sachez quand même, Caroline, et j'en profite pour donner l'information, que nous allons équiper les policiers municipaux d'un radar, donc de jumelles, et ils auront pour objectif de traquer les grands excès de vitesse. Je l'avais dit, mais je le redis, les grands excès de vitesse, donc on ne va pas chercher les 51 km/h à 8h-5 le matin, ça c'est hors de question. Par contre, les grands excès de vitesse, oui, et si on peut faire des contrôles avenue Santa Maria, on le fera. Et s'il faut positionner dès à présent un radar pédagogique, on le fera aussi, Caroline, pour essayer de ralentir la circulation dans le secteur. J'ai Véro qui me demande à quand la voie verte entre Castres et Mazamet. Alors c'est pas un sujet dont je m'occupe directement, mais j'ai des collègues au département et à l'agglo qui s'occupent de ces questions. Je sais que les discussions se poursuivent pour faire la jointure. A priori, j'ai bon espoir que ça puisse maintenant aboutir et qu'on ait la jointure entre Mazamet et Castres, et puis plus loin avec les autres voies vertes départementales. Donc a priori les choses avancent. Il y avait des questions de foncier à régler sur certaines communes pour savoir exactement où passer, pour ne pas gêner les riverains et les propriétaires, et je pense qu'on est sur le point d'aboutir. Donc allez, peut-être encore une histoire de mois, mais ça devrait pouvoir se régler maintenant assez rapidement. Alors, je vais rafraîchir un petit peu les questions, puisqu'il y en a beaucoup, vous avez beaucoup de... ça arrive très fort, donc le temps que je rafraîchisse la page, je vais essayer de retrouver donc les différentes questions qui auraient pu arriver. Alors, entre-temps, voilà, donc, je les passe. Alors, plus de commentaires, voilà. Alors, dans le haut du boulevard de l'Âtre de Tassigny, les camions prennent le virage de façon très dangereuse. Alors là, il y a peut-être, je sais pas, de la pédagogie à faire vis-à-vis des conducteurs de poids lourds. Il faut essayer de nous le signaler dans la mesure du possible quand ça se produit. La difficulté, c'est de les prendre sur le fait. Dans l'absolu, si vous sortez d'abord, il y a beaucoup de poids lourds qui n'ont pas à passer par le centre-ville. Donc là, quand on les prend, on les verbalise. Il y a des interdictions, il y a très peu de poids lourds en fait qui doivent passer par le centre-ville. Et s'ils y passent, c'est soit qu'ils ont, on va dire, de bonne foi eu un problème de GPS, mais le GPS a souvent bon dos, soit qu'ils sont passés sachant très bien qu'ils n'avaient pas le droit d'y passer. Alors, je peux vous garantir qu'on a verbalisé à plusieurs reprises avec les policiers municipaux des poids lourds qui empruntaient des parties du centre-ville qui ne sont pas normalement traversables. Donc, on va le redire à la police municipale. Après, prendre sur le fait un camion qui prendrait un virage trop large, ça sera peut-être plus compliqué. Mais encore une fois, normalement, je vois très bien, en haut du boulevard de l'Âtre de Tassigny, je vois très bien l'endroit. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de poids lourds qui soient censés passer à cet endroit-là. Donc, on y sera évidemment vigilant avec nos policiers municipaux. Ensuite, on me pose la question sur les frelons asiatiques. Alors, on aide déjà, c'est japonaises cambodgiennes qui me posent la question. Oui, on aide déjà à la destruction des nids de frelons asiatiques. Donc, si vous devez faire détruire un nid de frelons, vous nous le faites savoir en mairie, et il y a une subvention qui vous sera versée pour prendre une partie de la destruction du coût de la destruction de ce nid de frelons. Donc n'hésitez pas à appeler la mairie pour vous renseigner. On vous aide aussi pour les nids de frelons.
Emmanuel, alors toujours, on parlait des camions, on me parle aussi des camions qui se bloquent souvent rue du Gard et qui dégradent les façades des maisons pour approvisionner la cantine de Jeanne d'Arc. À quand un changement d'endroit pour la livraison? Ça me paraît compliqué d'approvisionner la cantine de l'école Jeanne d'Arc autrement que par l'arrière et par ce portail qui se situe à côté du pont du Gard. Ça me paraît très compliqué. En revanche, si vous avez repéré des camions qui ont dégradé les façades, et si vous êtes certaine qu'il s'agit de camions qui livrent, il ne doit pas y en avoir des centaines différents qui livrent à cet endroit-là. Il faut peut-être le signaler à l'établissement scolaire et vous pouvez nous le signaler à nous et on peut essayer quand même de retrouver les camions et les chauffeurs en question pour les sensibiliser parce que c'est évidemment pas normal, mais ce qu'il faut c'est nous le remonter dès qu'il se passe quelque chose et alors si vous voyez faire c'est encore mieux évidemment, mais sinon il faut nous le remonter et le remonter aussi à l'établissement scolaire dès qu'il y a un camion qui a abîmé votre façade. Et le signaler à la police, hein, puisqu'on peut retrouver, c'est peut-être pas très compliqué de retrouver un chauffeur. Alors après, il peut ne pas l'avoir fait exprès parce que l'endroit est un peu étroit, mais il ne faut pas hésiter à le signaler, et en particulier à le signaler à la police, à nos policiers municipaux. Bonne question de Boris, très intéressante. Quand peut-on espérer un Uber Eats pour que nos restaurateurs puissent enfin vendre facilement après 18 heures? Alors, sachez qu'on a pris l'initiative avec Wilfried Pella, qui est adjoint en charge du commerce, d'organiser une réunion avec tous les restaurateurs de la ville qui l'ont souhaité pour réfléchir à la mise en place d'un système de livraison qui permettrait à ce que les restaurants puissent travailler après 18 heures. Il est bien évident que le couvre-feu à 18 heures c'est quand même très compliqué et que c'est vrai que c'est pas naturel de commander sa pizza à 17h40. Voilà, je suis sûrement comme vous, je trouve que c'est très tôt. Et donc on a travaillé, alors c'est assez compliqué. C'est compliqué de mutualiser les livreurs entre les différents restaurants, mais les restaurateurs continuent de discuter entre eux pour essayer de trouver un système et permettre donc d'organiser la livraison, ce qui permettrait de travailler après 18 heures. Voilà, donc j'espère que les choses pourront aboutir. Nous, on a vraiment essayé de faire en sorte que les différents professionnels puissent se rencontrer, discuter entre eux et essayer de trouver une solution. Après, il n'est absolument pas exclu que dans quelques mois, on ait une plateforme de livraison qui vienne sur Mazamet. C'est tout à fait possible qu'on ait demain, alors je ne vais peut-être pas les citer, enfin si on peut les citer, Uber Eats, Deliveroo ou d'autres qui interviennent sur Mazamet. Aujourd'hui, ces enseignes sont plutôt sur des villes de taille un petit peu supérieure, mais comme tout réseau, au fur et à mesure, ils descendent dans les strates de population. Et il n'est peut-être pas exclu effectivement qu'on ait ce type de plateforme sur Mazamet. En tout cas, tout ce qui peut permettre aux restaurateurs de travailler après 18 heures, évidemment, serait une bonne chose. Et j'espère en tout cas que les restaurateurs auront trouvé prochainement et rapidement une solution pour permettre de trouver donc de trouver une solution aux difficultés du moment. Au sujet d'aide au commerce d'ailleurs, je parlais un petit peu de commerce en début de réunion. Sachez que on a aidé, hein, vous savez qu'on a beaucoup aidé les commerces pendant le Covid, notamment avec des aides financières, avec des exonérations de droits de terrasse ou de loyer pour les commerçants qui avaient été fermés administrativement. Et cette idée-là, elle n'est pas enterrée aujourd'hui, au contraire, c'est une idée qui est vivante dans l'équipe municipale. On fait quelques économies aujourd'hui sur les budgets d'animation, puisque malheureusement on ne peut pas organiser une animation à l'heure actuelle. Et sachez qu'on a toujours à cœur, si vous voulez, la philosophie de pouvoir récupérer des budgets pour aider les commerçants. On a fait des aides financières en 2020, peut-être qu'on fera d'autres aides, et je vous le dis ce soir, ce ne sera pas un scoop, mais probablement que pour nos amis cafetiers, restaurateurs, on proposera
des exonérations de droits de terrasse dès qu'ils pourront rouvrir. Je crois que c'est la moindre des choses à proposer à ces professionnels pour lesquels je veux vraiment avoir une pensée ce soir, parce que certes il y a des aides qui peuvent être importantes pour ces établissements, mais il y a un aspect moral qui est absolument terrible pour eux, et puis il y en a certains qui ne sont pas dans les dispositifs parce qu'ils avaient des établissements très récents et des plans d'amortissement importants à faire qui ne peuvent pas amortir, et donc évidemment il faut l'avoir à l'œil, et donc il faudra aussi qu'une partie des budgets qu'on a pu économiser sur les animations parce qu'on ne les a pas faites, on puisse les redonner, par exemple en exonération de droits de terrasse pour ces bars et ces restaurants qui ont beaucoup souffert. Vraiment, dont on attend avec impatience la réouverture. Ça sera une renaissance quand même pour nos villes, de pouvoir retrouver le chemin des cafés et des restaurants. C'est quand même la vie de nos villes, et en France, et en particulier dans le sud de la France, ça me paraît être particulièrement important. Alors, je parlais des animations, je peux vous dire quand même quelques mots, vous dire qu'on travaille avec l'équipe municipale, malgré tout, déjà sur les animations de l'été, et on ne se laisse pas abattre, il ne faut pas se démoraliser. Moi, je suis de nature optimiste, et je suis certain qu'on pourra... j'espère en tout cas qu'on pourra organiser des animations cet été. Donc on a commencé à travailler sur le feu d'artifice au lac des Montagnès. Sachez qu'il est calé déjà pour le 13 juillet, donc c'est un mardi soir. Mardi 13 juillet, lac des Montagnès. Vous savez que c'est un feu d'artifice qu'on organise intercommunalement avec nos amis de Pont-de-Larn et de Bout du Pont-de-Larn. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une discussion s'est engagée, très positive, avec les autres communes du pays mazamétain. Donc sont rentrés aussi dans la discussion Aucillon, Perrin-Augmontel, Aiguefonde, hier, et des discussions très positives. Alors, ce soir, je ne vais pas me prononcer sur ce que ça pourrait donner, si ça aboutira, si ça aboutira pas. Mais en tout cas, la discussion est engagée pour essayer d'étendre ce feu d'artifice intercommunal, qui est aujourd'hui à 3 communes, pour le passer à 7 communes. Voilà, et ce serait un magnifique symbole pour le bassin mazamétain, pour le pays mazamétain, que de se retrouver une fois par an autour de ce magnifique événement. Et j'espère qu'en tout cas, on pourra l'organiser, déjà pour mardi 13 juillet prochain, et des Montagnès. Je peux vous dire aussi que les associations travaillent à leur programme d'été. Je sais que le comité des fanfares s'est réuni récemment pour préparer un festival Fanfares sans frontières 2021. Je sais qu'il y a déjà des discussions autour des marchés des producteurs, donc je ne doute pas que l'UVM organise la Jalabert. Donc voilà, il y a quand même, on a l'impression que tout est un peu gelé, mais parfois sous la croûte de glace, il y a une vie. Donc ne désespérons pas. Il faut garder cet espoir, se dire qu'on va s'en sortir, et qu'on pourra à nouveau organiser dans les semaines et les mois qui viennent des animations, et qu'on retrouvera une vie, quoi, et une ville comme on l'aime, où on peut sortir, se retrouver et se rencontrer. Voilà quelques-uns des points qui avait abordé ce soir. Vous dire peut-être qu'il y a des travaux qui vont démarrer prochainement pour l'aire de camping-car, donc à côté du parking de la Resse, donc sur la presqu'île de Saint-Sauveur. On tient tout l'objectif d'ouvrir cette aire de camping-car pour l'été. La ville est associée à Camping Car Park, et c'est un très beau projet, très qualitatif, très porteur touristiquement pour Mazamet. Mazamet qui fait, vous l'avez vu, régulièrement la une des médias. Vous avez vu, 2020 a été une année absolument exceptionnelle en termes de couverture médiatique pour Mazamet. Déconfinez-vous pour toujours à Mazamet, venez vous installer à Mazamet, ben, ça a marché. On a été repris dans les journaux de 20h de TF1 juste avant Noël, c'était juste avant le 31 décembre. On a été dans le 20h de France 3, d'M6. On a été repris dans l'Express, dans Le Point. Bon voilà, il y a tout un tas de médias qui sont intéressés à nous. La presse locale et régionale qui a toujours été là pour relayer, et je veux vraiment l'en remercier. Et on a beaucoup de nouveaux habitants qui s'installent sur Mazamet, notamment de la région sud-est, je l'avais peut-être déjà évoqué, mais beaucoup d'habitants de la
pas qui viennent s'installer sur Mazamet, et le mouvement semble pouvoir perdurer, continuer, donc c'est une très bonne chose et il faut absolument pouvoir l'intensifier. Donc voilà, on a encore plein de projets touristiques. On espère aussi pouvoir développer une via ferrata sur Opoul. J'espère qu'elle sera prête avant l'été, puis après plein d'autres projets. Et puis il y aura des aménagements sur le parking de la Resse, tel que vous le connaissez aujourd'hui, qui sera embelli probablement à partir de l'automne. Voilà pour quelques-uns des sujets qu'on avait à aborder ce soir. Alors je vérifie quand même que les commentaires se rafraîchissent bien au fur et à mesure et qu'on n'oublie pas de questions. Donc je vais encore une fois rafraîchir la page pour être sûr de n'oublier personne. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient posées ce soir. Je vérifie encore une fois que je n'en ai pas oublié dans les choses qu'on s'était donc si vous voulez poser des questions, allez-y, c'est maintenant qu'il faut poster un commentaire. Bon, ceci dit, la formule fonctionne bien, nombreux à poser. Donc si je pense que ce soir on peut dire que de nouveau ça a quand même bien marché, on en refera probablement parce que j'ai heureusement peur qu'on ne puisse pas organiser de réunions de quartier avant plusieurs mois. Et puis de toute façon, je pense que c'est finalement un exercice qui est complémentaire des réunions de quartier et de hameau. Donc dès qu'on peut, on reprendra les réunions de quartier et de hameau, ça c'est évident. Mais je pense qu'on continuera aussi à garder ces rendez-vous par écran interposé qui correspondent aussi peut-être plus à certains d'entre vous qui préfèrent aussi ce type d'échange plutôt que des réunions par quartier. Donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de questions intéressantes qui sont posées, beaucoup de questions positives, et donc ça permet chaque fois de faire le point sur les différents sujets. Alors il y a encore des questions qui arrivent. Je vérifie. Les ralentisseurs de l'avenue Charles de Gaulle sont un peu trop élevés, ne pourrait-on pas les rabaisser? Voilà, ça montre que tout le monde n'est pas d'accord sur les ralentisseurs. Il y en a qui en veulent plus, il y en a qui les veulent plus bas. Donc c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Je pense, Michel, quand même que les ralentisseurs de l'avenue Charles de Gaulle sont aux normes. Voilà. Bon, ils ont pour but de faire ralentir, donc c'est vrai que si on les rabote trop, on ralentira plus beaucoup. Donc bon, mais je pense qu'ils sont aux normes. La police municipale doit être dotée d'un radar. Quand sera-t-il en fonction? Il sera acheté après le vote du budget qui sera fait au mois d'avril. Donc je pense qu'avant l'été, nos policiers municipaux seront équipés des jumelles et qu'ils pourront traquer les grands excès de vitesse, je le redis, les grands excès de vitesse dans les secteurs de Mazamet. Aussi le soir, parce que les gros excès souvent c'est le soir quand il y a moins de circulation et où on voit débouler des voitures à des vitesses absolument folles. Alors on me parle aussi des blocages de l'école Saint-Jean et de la rue de la Vanne. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aux heures de pointe, hein. C'est Stéphane et elle qui m'interpellent à ce sujet. Oui, c'est compliqué. Il sera difficile de faire mieux. Alors autour de Saint-Jean, il y a quand même déjà du parking. Autour de Jeanne d'Arc, moi j'ai souvent dit que si un jour on avait une opportunité de racheter pour pas cher une maison, on le ferait, on créerait des places de parking. C'est ce qu'on va faire à l'angle de la rue de la Resse. On va racheter une maison qui nous a été proposée à un prix qui est très abordable, et on va pouvoir dégager cette maison et faire du stationnement en plus pour désengorger la rue de la Vanne. Si on peut le refaire, on le refera, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'élèves, que ce sont des établissements qui accueillent beaucoup d'élèves, et c'est une très bonne chose, et que ce secteur est fait de rues assez étroites, et qu'on est en plus bordé par la rivière d'un côté, donc on n'a pas beaucoup de possibilités, mais dès qu'on peut dégager quelques places de stationnement, on le fait, et donc vous en verrez 6, 7, 8 de plus à proximité de Jeanne d'Arc dans les mois qui viennent, à l'intersection de la rue de la Resse. Alors, ensuite,
Jeanne me parle de voitures garées sur les trottoirs et qui gênent les piétons. Si c'est le cas, Jeanne, vous n'hésitez pas, vous appelez la police nationale, police municipale. Si c'est un stationnement qui est interdit et qui est gênant, il sera verbalisé. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter, mais par contre il faut nous le signaler sur le moment, parce que les policiers tournent, ils ne peuvent pas être partout. Donc s'il y a vraiment une voiture qui gêne et qui vous oblige à descendre du trottoir, à vous mettre en danger sur une rue qui est beaucoup circulée en voiture, il faut nous le dire et appeler la police municipale tout de suite pour Sandra, les commerces extérieurs au centre-ville n'ont pas les mêmes aides que ceux du centre-ville. La différence, Sandra, c'est surtout l'aide au démarrage, à la création, à la reprise, qui est une aide qui peut se monter jusqu'à 3 000 € la première année. C'est vrai qu'on a considéré que le secteur qui nécessitait cette aide-là était le secteur vraiment du centre-ville et que d'autres secteurs n'avaient pas besoin de cette aide. Elle va être quand même étendue, on l'a étendue notamment au hameau, par exemple sur des projets d'épicerie dans les villages, dans les hameaux, et on réfléchit peut-être à l'étendre à certains secteurs d'activités qui ne sont pas dans le centre-ville. Mais sur les commerces de type traditionnel, c'est vraiment là qu'il faut faire porter l'effort et c'est sur le centre-ville on veut inciter à aller vers le centre-ville. Et je vais vous donner un exemple, Sandra, j'ai évoqué en début de Facebook Live un projet de magasin de jouets qui va s'installer sur le centre-ville. La porteuse de ce projet avait un magasin en périphérie. Et de la périphérie, elle vient sur le centre-ville. C'est quand même pas tous les jours qu'on a ce phénomène-là. Ça s'est beaucoup fait dans notre sens, mais dans ce sens-là, pas beaucoup. Et le fait que l'aide soit sur le centre-ville, je crois que c'est aussi pour ça qu'on a ce résultat aujourd'hui, et que le magasin de jouets du Mazamétain, il sera en centre-ville, il sera en la Grand Rue en plus. Voilà, la Grand Rue qui reprend vie. Donc c'est un choix, et je l'assume parce que je pense que c'est vraiment là qu'il faut mettre la priorité. Alors il y a d'autres commentaires sur le commentaire. Alors, que pouvez-vous faire, Stéphano, pour que les gens se débarrassent de leurs encombrants ailleurs que sur la voie publique? Oui, alors effectivement, il y a des gros problèmes d'incivisme. Il y a une campagne de communication qui a été lancée par l'AGLO il y a quelques jours. Sachez qu'on met des caméras à proximité des containers où on a des dépôts sauvages pour pouvoir verbaliser. On verbalise quand on peut, mais au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre solution que le civisme. Parce que les encombrants qui sont déposés n'importe où, n'importe comment, je suis désolé, c'est de la fainéantise de la part de ceux qui les laissent là et qui n'ont pas, qui ne prennent pas le temps, qui n'ont pas envie, qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas aller à la décharge. Et c'est absolument insupportable. Donc on verbalise souvent et on fait tourner une caméra portable pour traquer ceux qui font ces dépôts sauvages. Donc évidemment, je ne vous dirai pas où elle est, mais sachez qu'on l'utilise pour verbaliser et qu'on l'a déjà verbalisé à plusieurs reprises. Et Geneviève me parle donc de la caméra proximité de la rue du Moulin. C'est une caméra qui tourne, Geneviève, donc on pourra l'installer prochainement dans votre secteur, à proximité des conteneurs que vous nous indiquez. Manon me demande un sens interdit plus clair rue Galibert-Ferré, plein de gens en contresens, même de très gros camions. Donc Manon, c'est noté, on fera remonter la demande auprès de nos services techniques. Fabienne me demande quelles sont les rues rouges. J'ai parlé de l'état de la voirie. Alors écoutez, si vous voulez, alors j'ai pas le plan là sous les yeux, mais après tout, il y a absolument rien de secret. Je vous propose, Fabienne, qu'on publie le diagnostic des voiries de Mazamet avec le classement et que tous les Mazamétains, de façon transparente, voient le classement qui a été fait avec les voiries qui sont considérées comme les plus dégradées et celles qui le sont le moins. On n'a absolument rien à cacher et il est normal que vous ayez l'information. J'ai plus de batterie, alors je suis désolé, il va falloir que je charge les commentaires. On va récupérer un autre téléphone. Ça prouve que ça marche puisqu'on a vidé la batterie. Donc je vais récupérer le téléphone de Solène Mabille, que je remercie puisque c'est elle qui assure la réalisation vidéo de ce Facebook Live. Et on va récupérer les commentaires. Merci beaucoup Solène pour que je puisse répondre aux dernières questions de la soirée. Alors, pour la Molière, c'est Bernard qui me demande si on envisage quelque chose. Cette ancienne ferme à l'abandon fait vraiment dommage. Alors Bernard a été
vendu. Un investisseur l'a acheté. Alors c'est un peu long, hein, puisque c'est un bâtiment qui était sous mandat judiciaire suite à la saisie de biens de ressortissants roumains. Donc c'est le tribunal qui gère tout ça. Donc il y a un investisseur, hein, qui a acheté et qui espère bien pouvoir y remettre, à ce qu'il m'a dit, des activités, notamment peut-être un restaurant dans les mois qui viennent. Mais il y a pas mal de paperasserie administrative sur ce type d'achat, donc ça prendra un petit peu de temps. Refaire le marquage du parking du champ de la ville, c'est ce que me dit Loxia. Oui, tout à fait d'accord. Et ce que je vous propose, Loxia, c'est qu'on le fasse plutôt quand la station de relevage, alors les travaux que vous voyez au champ de la ville, c'est une station de relevage, ce sont des pompes à eau en fait, hein, qui sont en cours d'installation. J'ai plus les commentaires. Si je fais ça, non, je les ai plus, mais on va les retrouver. Et donc ce que je vous propose, c'est que une fois que le chantier sera terminé, hein, on pourra refaire le marquage. Mais on va quand même attendre que le chantier des pompes de relevage sur le champ de la ville soit terminé pour pouvoir donc refaire ce marquage. Voilà, je récupère les questions. Merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Ça, on l'avait vu. Le leader price aussi, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai une question sur la zone de la Trille qui m'a été posée. La zone de la Trille, eh bien, écoutez, le projet est toujours d'actualité. C'est un secteur qui a énormément de potentiel et qui peut, ça fait assez longtemps qu'on le dit, hein, qui peut intéresser des investisseurs et des projets qui seraient créateurs de beaucoup d'emplois. C'est toujours un sujet qu'on pousse avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de détermination, parce que nous avons besoin d'emplois dans ce secteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment les choses prennent du temps. Les porteurs de projets, quand on est sur des projets d'entreprises importantes, d'entreprises industrielles, c'est pas des choses qui se décident en 4 matins. Donc ce sont évidemment des projets de longue haleine, et s'il devait y avoir des projets sur ce secteur, c'est des projets qui nécessitent des emprises foncières importantes, plusieurs dizaines d'hectares. C'est d'ailleurs, on les a dans ce secteur, c'est ce qui en fait d'ailleurs l'intérêt, et des projets donc qui seraient fortement créateurs d'emplois. Donc en tout cas, je peux vous dire qu'on y travaille, et je peux vous dire que évidemment comme on est en contact depuis plusieurs années avec divers entrepreneurs possibles, potentiels, qui pourraient être intéressés par ce secteur. Je ne peux évidemment pas vous en dire plus à aujourd'hui, mais c'est un secteur qui a beaucoup d'intérêt et qui, j'en suis sûr, peut un jour ou l'autre avoir un potentiel. J'ai plus le code, donc j'ai plus les commentaires, je suis désolé. Et voilà, donc on y travaille, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Je sais que c'est une vraie question, mais c'est un travail effectivement de très longue haleine. Les travaux de Saint-Sauveur, c'est Valéron qui me pose la question, seront-ils finis en temps et en heure? Nous avons perdu des places de stationnement. Oui, c'est un gros chantier, mais normalement, oui, le chantier a été vide, mais j'ai bon espoir qu'on puisse rouvrir les choses probablement après le mois de mars de façon normale. Alexandre me parle des revêtements et des trottoirs, donc j'en reviens au classement qui a été fait des différentes chaussées que nous publierons, pas de souci, on le rendra public et transparent. Et avec le plan voirie, le plan trottoir, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont investis tous les ans. On essaie de résorber, mais c'est, je l'ai dit encore une fois, un très vaste chantier, puisque vous savez qu'on a des centaines, pour pas dire des milliers de kilomètres de voirie à gérer sur Mazamet, qui est une très vaste commune. Gaëtan me demande s'il est prévu un aménagement le long de la route entre le lycée et la zone commerciale de la Molière. Pas de trottoir du côté de la zone commerciale et pas d'accès à la zone sans passer par le rond-point de la Molière. Oui, il était prévu un escalier au niveau du talus. Il y en a déjà beaucoup qui descendent le talus. Nous sommes toujours en discussion avec les propriétaires de cette zone, qui est une zone privée. Et
la discussion c'est qui paie quoi, et on est prêt à en payer une partie mais pas tout. Donc quand on sera d'accord avec les propriétaires, on pourra faire cet accès qui permettra de descendre à pied donc par ce talus, mais avec un escalier sécurisé vers cette zone de la Molière. Voilà, on signale donc, alors Fabien me parle du passage piéton dans le virage de l'église Notre-Dame et du pont de Caville. Les voitures arrivent très vite, que pourriez-vous faire? Eh bien, ce qu'on pourrait faire, Fabien, c'est décaler un petit peu ce passage piéton, comme ça a été fait en bas de l'avenue Guinemer. On l'avait remonté de quelques mètres. Je pense qu'on peut peut-être faire la même chose au niveau du pont de Caville. Donc si vous voulez, Fabien, je vais en parler à mes services dès demain, et on verra s'il est possible de décaler un petit peu pour le sécuriser. C'est une très bonne remarque, effectivement. Et puis sur le hameau du Rec, on me pose la question d'un ralentisseur. C'est Alex. Alors même chose. La question du ralentisseur, il faut vérifier si on peut techniquement l'implanter. Si on n'a pas de souci à l'endroit où on le mettra avec des riverains qui seraient gênés par le bruit. Mais Alex, il n'y a pas de souci, on essaiera de se rendre compte au niveau du hameau du Rec sur ces questions de vitesse, et je propose que peut-être même l'équipe de police municipale, si vous nous laissez vos coordonnées, alors pas sur Facebook, hein, vous appelez en mairie ou vous envoyez un mail en mairie, mais vous ne laissez pas votre adresse publique sur Facebook, et des coordonnées. Je vous propose que la police municipale vienne se rendre compte avec vous d'éventuelles traversées très rapides. Donc même question sur les trottoirs sur la rue de Nord. Il faut savoir qu'on a repris le lotissement, en fait, une partie le lotissement, en fait, puisqu'il était privé. Donc il y a une reprise qui s'est effectuée. On est passé dans le domaine municipal, Delphine. Donc on reprendra là aussi ce dossier maintenant qu'on va être sur un domaine municipal, pour voir effectivement ce qu'il est possible de faire sur les trottoirs de la rue de Nord. Pourquoi il faut faire une demande d'aide financière pour les commerces? Pourquoi les agents ne se déplacent pas jusqu'au commerce? Non, c'est compliqué, Chris, hein, parce que Mazamet, c'est plus de 250 commerces. Donc il n'est pas possible de taper à la porte des 250 commerces, surtout qu'il y a plusieurs types d'aides. Donc tout le monde aujourd'hui est informé. Si vous voulez des renseignements, si vous avez un commerce, si vous pensez pouvoir prétendre à une aide, c'est très simple. Vous appelez en mairie, vous nous demandez, on vous reçoit, et ça se fait très rapidement. Je reçois quasiment toutes les portes de projets commerciaux, et on les reçoit très facilement. Il n'y a pas de difficulté. Alors Boris me pose la question de savoir s'il y aura des vaccinodromes sur Mazamet. Alors moi j'ai proposé de mettre à disposition le Palais des Congrès. La difficulté c'est qu'il y aura peut-être des vaccinodromes, mais quand il y aura suffisamment de vaccins. Or, apparemment ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, il y a très très peu de vaccins, et donc tant qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins, il n'y a pas de vaccinodrome possible. Je pense que ce sera possible aussi les vaccinodromes quand on aura des vaccins plus faciles à stocker. Le premier vaccin était stockable uniquement en moins de 80, donc très compliqué. Le deuxième a l'air plus facile. Les vaccins qu'on nous promet pour les semaines qui viennent ont l'air encore plus faciles à stocker. Donc peut-être que là, effectivement, on pourra faire des vaccinodromes. Je salue d'ailleurs le fait que les professionnels de santé sont extrêmement mobilisés. Alors évidemment à l'hôpital public, mais tous les professionnels du secteur libéral sont très très mobilisés, sont prêts à faire fonctionner ces vaccinodromes. Je pense aux médecins généralistes, je pense aux infirmières, voilà, beaucoup sont prêts à donner de leur temps pour vacciner dans ces vaccinodromes. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas on comprend tous. Et je les en remercie, je sais qu'ils sont vraiment disponibles et qu'ils se rendront disponibles si c'est le cas. En tout cas, le Palais des Congrès sera disponible et la mairie fera tout pour que la vaccination puisse aller le plus rapidement possible. Julien me signale des nuisances avenue Guinemer. Les habitants d'une maison, tapage, klaxon, chien qui aboie, volet qui tape. Julien, il faut appeler la police. C'est un délit, le tapage nocturne est un délit. Vous appelez la police. Dès qu'il y a le moindre bruit, la police interviendra. Il ne faut pas, quand on a des problèmes de nuisance, d'incivilité dans un quartier, il ne faut rien lâcher.
il faut mettre la pression sur ceux qui ne respectent pas la vie en société, qui ne respectent pas leurs voisins, qui ne respectent pas la propreté, qui ne respectent pas la propreté, le bruit, etc. La tranquillité. La stratégie, c'est on ne lâche rien. Donc vous appelez la police au moindre problème. Et la police se déplacera, que ce soit la police nationale ou la police municipale, lorsqu'elle a des soirées de permanence. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des questions que nous n'aurions pas vues? Daniel me pose des questions. Alors Daniel, oui, je ne vous ai pas encore répondu parce que vous m'aviez déjà contacté pour les bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Il y en a qui sont installés, il y en a d'autres qui sont en prévision, mais ça va évidemment se développer, puisqu'on a tous bien compris qu'il y avait une volonté de nous faire aller vers les véhicules électriques dans les années qui viennent. Donc il y a un plan de déploiement de bornes électriques sur Mazamet qui est en cours. Il n'est pas entièrement détaillé, Daniel, et dès qu'il le sera, je vous ferai passer la réponse. Évidemment, la ville communiquera sans aucune difficulté sur ces bornes de recharge pour vos véhicules électriques. D'autres questions qui sont arrivées. Donc toujours pareil sur le leader price, y aura-t-il un autre magasin? Je crois savoir qu'il y a déjà des porteurs de projets qui sont intéressés pour prendre la suite après Leader Price dans des secteurs très divers. Mais oui, il y aura probablement des porteurs de projets. Et Sylvain qui me demande d'acquérir ce parking pour en faire un parking municipal. Oui, Sylvain, c'est ma volonté, mais les propriétaires ne veulent pas nous le vendre. Et donc pour l'instant, je n'ai pas de possibilité. Ou alors, ça serait s'engager dans des procédures très compliquées d'expropriation. Je préférerais qu'on puisse arriver à une vente à l'amiable. Ça serait beaucoup mieux. Des problèmes de propreté qui me sont signalés rue de la Nogarède et parking de la Nogarède. À Caen, une poubelle, une caméra. De mémoire, on a déjà eu positionné une caméra, on a déjà eu verbalisé dans ce secteur en taux. Mais s'il faut le refaire, évidemment, c'est noté et on le refera sans aucun problème. Les frelons asiatiques, on en a parlé. Si vous avez fait détruire un essaim, si vous avez une facture ou si vous devez en faire détruire un, vous nous appelez en mairie et vous aurez une subvention qui couvrira une partie de la facture de destruction du nid de frelons asiatiques. On me parle aussi de problèmes de parking avenue Mer. Peut-on augmenter le nombre de places? Je vais vous faire la même réponse que pour le secteur autour de l'école Jeanne d'Arc, autour de Négrin. Si on peut acquérir des maisons un peu abandonnées ou en ruine ou pas très chères ou des bouts de terrain qui permettraient de faire un petit peu plus de parking, on le fera. Mais il faut que ça soit des prix qui sont raisonnables et qui nous permettent de faire des parkings à des prix plausibles. On ne peut pas, voilà, on va pas acheter une maison 100 000 € pour en plus après la démolir et derrière payer un parking, ça ferait quand même cher la place de parking. Par contre, sur des maisons qui sont vraiment très anciennes et qui ne sont pas occupées depuis très longtemps, où on peut sortir un petit prix, effectivement, on peut le regarder, on le fera dans tous les quartiers où il manque de la place. On a aussi une réflexion en cours sur la rue de la Finarié. On a regardé ça avec les services il y a quelques jours. C'est compliqué, rue de la Finarié, parce qu'il y a beaucoup de maisons, difficile parfois de stationner. On est en train de voir si on peut trouver une solution pour créer du parking supplémentaire en achetant des terrains et en créant du parking dans ce secteur. Florent me propose un aménagement de panneaux qui serait une obligation d'aller à droite au rond-point de Négrin, car trop le prennent à l'envers à vive allure. Alors attention, parce que si on oblige à aller dans un secteur, on empêche les gens d'aller dans un autre. Par contre, peut-être revoir la signalisation, pourquoi pas. En tout cas, c'est inquiétant s'il y en a qui le prennent à l'envers. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur cette question de sécurité. Florent, c'est bien signalé et on va donc faire en sorte de venir, même chose avec nos services, voir si on peut améliorer ou la signalisation ou peut-être l'engagement du rond-point pour qu'il soit compliqué de le prendre à l'envers, en tout cas de le bypasser et de ne pas en faire le tour. C'est ce que je crois comprendre en fait. Ensuite, il y a des commentaires très rigolos. Qu'est-ce que nous avons? Les LED sur l'avenue Foch, oui. De mémoire,
il y en a une partie qui avait déjà été faite, mais a priori l'avenue Foch étant un secteur où il y a énormément d'éclairage, il est évident qu'on essaiera de le faire, mais comme vous l'ont dit les services, on fait d'abord les endroits où il y a des poteaux PVC qui se dégradent assez rapidement. Ensuite, l'aire de camping-car, je l'ai dit, donc presqu'île de Saint-Sauveur, ça sera pour l'été, hein, on devrait pouvoir la faire pour l'été. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui avaient été posées. Le champ de la ville, on en a parlé. La distribution de sacs poubelles, Angélique, il faut directement s'adresser au service technique. Vous appelez directement rue des Cordes et ils vous donneront un rendez-vous pour si vous avez besoin de sacs. Il n'y a pas de souci. Vous y passez même, rue des Cordes. Hein, ils sauront s'occuper de vous. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toutes les questions que vous avez pu poser ce soir. C'est bien, il est 20h passé, 1h30 de live, c'est bien. Écoutez, moi c'est vraiment un exercice que je fais avec beaucoup de plaisir. Écoutez, je vous remercie de toutes les questions que vous avez posées. Et je pense qu'on peut se dire à une prochaine fois, un prochain Facebook Live. Et puis surtout, en espérant vous revoir très prochainement de visu, même si c'est avec nos masques, c'est pas très rigolo sur le marché, en ville. Et puis j'espère aussi peut-être un jour prochainement dans des réunions de quartier dès qu'on pourra. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé si nombreux, de vos questions toujours très intéressantes. Il y a des questions auxquelles j'ai pu répondre beaucoup ce soir, certaines qui nécessitent que les services techniques se penchent dessus. On vous recontactera individuellement quand c'est le cas. Passez une excellente soirée, soyez prudents. Respectez les règles, même si elles sont contraignantes, embêtantes, enquiquinantes. Tenez bon et puis on aura le plaisir de se retrouver, j'en suis sûr, très bientôt. Puis n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez me voir en mairie pour un rendez-vous. J'aurai plaisir à vous recevoir. Voilà, merci encore à Solène qui